Bonjour, je vous retrouve dans la deuxième vidéo de formation MATLAB. Aujourd'hui, on va aborder la notion du signal et du bruit. On va expliquer un ensemble de fonctions qui vont permettre d'afficher un signal. On va s'intéresser particulièrement aux signaux unidimensionnels, autrement dit les tableaux. Avant de commencer la vidéo, si vous avez des questions, des propositions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser. Donc on va commencer par la déclaration d'un vecteur temps. Donc on donc sous forme t égale sinus 2 fois pi fois f0 fois t. Donc le f0 c'est la fréquence fondamentale du signal. Donc le t c'est le vecteur temps. Donc on va commencer par la définition du vecteur temps. On va écrire t égale, donc t ça va varier de 0 jusqu'à 1 seconde, avec un pas égal 10 à la puissance moins 3. Donc 0, 1 exponentielle moins 3, 2.1. Voilà. Ici, donc on génère un vecteur temps qui varie de 0 jusqu'à 1 seconde avec un pas égal 10 à la puissance moins 3. Donc pour savoir le pas de t, donc on fait t2 moins t1. t2 moins t1 égale 10 à la puissance moins 3. Donc concernant la longueur du vecteur t, donc on va utiliser la fonction length de t égale 1000,1 échantillons, c'est-à-dire on a subdivisé l'intervalle 0,1 avec 1001 valeurs. Maintenant, on va générer notre signal sinusoïdal. On va écrire S de t égale, on va utiliser une amplitude égale à 1, c'est-à-dire sinus 2 fois pi fois f0 fois t. Donc on va déclarer la fréquence fondamentale f0 égale 1 Hz. Donc S de t égale 2p f0 fois t. Voilà. On va calculer maintenant la longueur du signal S de t. Normalement, la longueur de S de t doit être identique à celui de t. Donc on va mettre l'inf de S de t, donc égale 1000,1. Maintenant, on va afficher le signal S de t en fonction du temps, en fonction du t. On va commencer par la fonction plot. Donc on va mettre plot, donc t virgule S de t. Voilà. On va mettre entrée. Voilà, ça c'est notre signal. Donc le signal, donc on a notre vecteur temps ici. Donc ça varie de 0 jusqu'à 1 seconde. Après on a notre signal sinusoïdal avec une période égale 1 seconde. Donc la fréquence fondamentale égale 1 Hz. On va passer maintenant, si on veut changer la couleur de la courbe. Donc on va ajouter l'argument par exemple R. Donc ici on met la couleur de la courbe, donc R pour red, c'est-à-dire le rouge. Par exemple le K sur le noir, le B pour le bleu, etc. On va commencer par R. Voilà, donc notre signal il est maintenant en couleur rouge. Si on veut ajouter le titre, donc on va utiliser la fonction title. Donc on va mettre donc signal sin de t par exemple. Voilà. Donc signal sinus de t. Ensuite, maintenant, je vous montre comment afficher plusieurs signaux dans la même courbe.
Donc on a ici f0 égale s de t égale sinus de t. On va déclarer un autre signal, donc s de t1 égale cosinus de p. On va afficher donc le s de t1 en fonction du temps. Voilà. Donc on voit ici, donc on a affiché la fonction cosinus du t en fonction du temps. Donc lorsqu'on affiche la fonction cosinus, automatiquement MATLAB elle réouvre une nouvelle fenêtre pour afficher la deuxième courbe. Donc pour afficher les deux courbes en même temps, donc on utilise la fonction hold-on. Donc on met plot s de t1, on met hold-on. Après on affiche donc le deuxième signal s de t. Après on définit une couleur, par exemple rouge. Voilà. Donc ici on a le signal sinus de t, on a le signal cosinus de t. Donc il faut bien ajouter une légende pour séparer entre les deux signaux, c'est-à-dire la distinction entre les deux signaux dans la courbe. Donc on utilise la fonction, on va effacer l'écran, on va mettre légende. Donc le signal s de t, on va mettre, donc c'était le cosinus de t, virgule, sinus de t. Voilà. Donc ici on a ajouté une légende. Après on peut ajouter d'autres signaux, par exemple on va définir un autre signal s de t2 égale à s de t plus s de t1. Après on affiche le signal s de t2 donc en couleur K. Voilà. On va utiliser la fonction hold-on. On va utiliser sinus de t plus cosinus de t. Donc en fait ici c'est une chaîne de caractères. Donc le nombre des arguments, donc ça c'est pour le premier signal, deuxième signal et troisième signal. Donc le nombre de champs de caractères doit être identique au nombre de signaux dans la figure. Voilà. Donc on a cosinus de t, sinus de t, la somme des deux. Par exemple, si on ajoute un autre argument, R, normalement, ça va retourner une erreur. Parce qu'on a dépassé le nombre d'arguments autorisés. Dans la figure, il y a 3 signaux, donc il faut 3 légendes. On peut afficher également la grille. Donc ici la figure, donc on voit il n'y a pas la grille. On utilise la fonction grid-on. Voilà. Donc ici on a la grille. On peut également ajouter une légende pour l'axe X et l'axe Y. On met X label. Donc le T, donc le temps, une seconde, Y label, donc amplitude. Voilà, donc le temps et l'amplitude. Je vous montre maintenant comment renforcer, donc augmenter l'épaisseur de la courbe. Donc ici donc les courbes sont trop fines, donc ça sera intéressant d'augmenter l'épaisseur de la courbe.
Donc il suffit, donc on va effacer l'écran. On va mettre close all. On va fermer toutes les figures. On va mettre whose pour afficher les variables. Donc on va afficher st1, on va mettre plot, donc st1 en fonction du temps. Après on utilise le paramètre line with it, c'est-à-dire l'épaisseur de la ligne. Donc on va utiliser par exemple, on va commencer par 2. Voilà. Donc vous voyez ici, donc la courbe maintenant il est plus lisible. On va mettre hold on. On va mettre hold on. Après, on va afficher le st2. On va préciser la couleur. Donc la couleur par défaut, c'est la couleur bleue. Donc lorsqu'on précise pas la couleur, par défaut, c'est une couleur bleue. On va utiliser la couleur rouge. On va mettre red. Après, on va utiliser par exemple 3. Voilà, donc maintenant les courbes sont beaucoup plus lisibles. Donc on ajoute la grille, grille down. Voilà. Donc lorsqu'on utilise la grille, donc on met grille down. Lorsqu'on va supprimer la grille, on met grid off. Donc grid off. Voilà. On peut également avoir uniquement la tendance du courbe. Donc on peut supprimer même les axes. Donc on met axis off. Donc ça donne ça. Donc ça donne uniquement les courbes avec l'absence des abscisses. Voilà, maintenant je vous montre deux techniques pour générer un vecteur. Nous avons vu, la première technique consiste d'utiliser un pas fixe. Par exemple, le t varie de 0 jusqu'à 1. Donc on va mettre pas égale 10 à la puissance moins 3. Le vecteur temps, ça varie de 0 avec un pas jusqu'à 1. Voilà. On va effacer l'ensemble des variables. Voilà, on met whose. Donc ici, le nombre d'échantillons, c'est 1000,1. En fait, lorsqu'on met un pas constant, on ne sait pas le nombre d'échantillons qui contient le vecteur. Donc cette première technique, donc, il nous permet de générer un vecteur qui varie entre 0 et 1 seconde avec un pas fixe. On passe maintenant à la fonction linspace. Donc on va déclarer un vecteur temps t égale linspace. Donc la valeur initiale, la valeur finale et le nombre d'échantillons. On va mettre n égale à 1000 par exemple. Donc contrairement à la fonction qu'on vient d'utiliser, donc la fonction linspace, donc il permet de générer donc un vecteur, donc en précisant la valeur minimale et la valeur maximale et le nombre d'échantillons. Donc ici, donc on contrôle très bien le nombre d'échantillons, contrairement à ce qu'on a utilisé tout à l'heure pour la génération d'un sinus sinusoïdal. Donc ici, on va générer sinus de t. Donc il garde sinus 2 fois pi fois t. On passe maintenant à la deuxième fonction d'affichage, qui est la fonction bar. Donc, on va fermer les figures clausales. Ensuite, on met bar du sinus de t. Donc ici, on précise le nombre du valeur dans l'échelle. Donc ici, on va mettre 100. Voilà. Donc ça, c'est la fonction sinusoïdale en utilisant la fonction bar. Donc on va zoomer.
Donc on voit ici, donc le signal c'est pas trop lisible. Donc ce qu'on va faire, on va réduire le nom du échantillon du signal. On va mettre S0 égale sinus de t de 1 jusqu'à 20. On va prendre uniquement 20 échantillons. Égale. Ensuite on met barre de S de 0. Voilà ici donc la croissance. Donc ici on a uniquement 20 échantillons sur 1000 échantillons. Du coup on voit donc l'affichage du signal. Donc si on met hold on, donc ensuite on met plot S de 0. Voilà. Donc voilà, ça c'est le signal. Donc en utilisant la fonction plot, et celui-là en utilisant la fonction bar. Donc on peut changer la couleur de la fonction plot. Par exemple, on va mettre R. Ensuite on met line width de 4 par exemple. Donc ça va donner ça. Donc ici c'est donc l'enveloppe du signal, donc l'amplitude. La fonction bar, donc il permet d'afficher les échantillons. On va générer par exemple un signal sinusoïdal constituant uniquement 20 échantillons. Donc on va reprendre notre fonction linspace. Donc linspace, on va mettre 20 échantillons ici. Ensuite, donc on va générer un signal sinusoïdal. Voilà. Ensuite, on met barre sinus de t. Voilà. On va fermer la figure. Donc ici, donc notre signal sinusoïdal, il est constitué uniquement de 20 échantillons. Du coup, on voit lisiblement donc les fils de la fonction bar. Donc on va mettre hold on. Ensuite, on met plot donc du sinus de t. Donc on va reprendre la fonction suivante. Donc sinus de t. Voilà. Donc on a notre signal sinusoïdal qui est constitué de 20 échantillons et la fonction bar. On va passer maintenant à la troisième fonction qui est la fonction stem. On va afficher la même fonction stem. On va mettre la couleur noire. Donc stem. Donc ici on la voit pas lisiblement, donc on va fermer la figure. On relance la fonction stem. Donc en fait la fonction stem, donc ils affichent uniquement donc la position de l'échantillon avec une barre, uniquement avec une ligne. Donc contrairement aux barres, donc ils mettent des barres pour chaque échantillon. Par contre la fonction stem, donc uniquement du point avec une ligne. Donc on met hold on. Ensuite on met plot. Donc on va couleur bleue. Voilà. Donc ça c'est la fonction plot. Donc la fonction plot, donc il fait l'interpolation entre les points. Par exemple on a un point ici, un point ici. Donc il trace une droite entre les points. Donc il interpole, donc il fait une interpolation linéaire entre les deux points. Par contre la fonction bar, donc il y a un vide, donc c'est des valeurs qui sont discrètes et il n'y a pas de relation entre les deux points.
On va passer maintenant à la dernière fonction d'affichage qui est la fonction stairs. Donc la fonction stairs, c'est la fonction d'escalier. Donc stairs, on va mettre sinus de t. On va mettre la même syntaxe, sinus de t. Donc on va mettre en couleur rouge. Voilà. Donc on va voir la différence. Donc ça, c'est la fonction stairs en rouge. Donc c'est la fonction en escalier. Donc il prend la valeur, il maintient la valeur en mémoire. Donc on a la deuxième valeur, par exemple, il est égal. Par exemple, cette valeur là, il est égal à 0,3. Donc il les maintient en mémoire jusqu'à la prochaine valeur. Donc la prochaine valeur, après il passe. Donc c'est la fonction en escalier. Donc la fonction plot, donc il fait l'interpolation entre les deux points. Donc elle trace une droite. Donc il y a le point x de n plus 1. Donc il trace une droite. Voilà. Donc il fait la même chose pour tous les points. Donc on va passer maintenant en fonction de la génération du bruit. Donc on va mettre clair al. On va passer maintenant aux différentes fonctions qui permettent la génération du bruit. Donc on va commencer par la fonction rent. Donc on a S de n, donc on a le bruit B de n. Rent par exemple de 1, on va déclarer n égale par exemple 1000. 1, 2, 3, donc virgule n. Donc ensuite on affiche le bruit B de n. Voilà. Donc on a un bruit blanc donc qui varie entre 0 et 1. Donc pour changer l'amplitude du bruit, donc il suffit par exemple de multiplier par on va utiliser par exemple 10 fois. Donc on va utiliser plot B de n. Donc on a une amplitude égale à 10. Voilà, donc on a un bruit qui varie de 0 jusqu'à 10. Donc pour savoir la valeur maximale et la valeur minimale, donc on va mettre max de B de n. Donc environ égale à 10. Donc min de B de n. Donc à peu près au voisinage de 0. Donc pour savoir la distribution du bruit, donc on utilise la fonction est. Donc c'est la fonction de l'histogramme. On va mettre est de B de n. Voilà, donc ça donne une distribution uniforme. Donc ça sera intéressant de préciser le nombre de points. Par exemple, on va mettre 100 pour avoir plus de précision sur l'affichage. Donc on a des valeurs qui sont donc quasiment, donc pas à 100% mais quasiment uniformément distribuées. Donc la précision de la distribution elle est importante lorsqu'on augmente le nombre d'échantillons. Donc par exemple on va mettre 10 à la puissance 5. Ensuite on va mettre test B de n virgule 100. Donc voilà, on a 100 000 échantillons. Donc ici, on voit clairement que la distribution s'approche d'une distribution uniforme. Du coup, la probabilité d'apparition des valeurs est identique pour toutes les valeurs. Donc on a des valeurs qui varient de 0 jusqu'à 10. Parce qu'on a une amplitude égale à 10. On voit toutes les valeurs. Donc ils ont la même probabilité d'apparition. C'est pour cette raison on a une distribution qui est uniforme. On va passer maintenant à la fonction qui permet de générer une distribution gaussienne.
Donc on va utiliser la fonction, donc il suffit d'ajouter n, donc random, c'est la normal distribution, donc c'est une distribution normale. Donc on va afficher d'abord, donc on va afficher la distribution. Donc on a une distribution en utilisant l'histogramme, qui est une distribution gaussienne, avec un moyen égal à 0 et un sigma égal à 1. Donc la distribution gaussienne elle est caractérisée par deux paramètres. Donc la valeur moyenne, qui est la valeur centrale de la fonction gaussienne de notre cas égal à 0, et l'écart type. Donc la largeur de la gaussienne, donc c'est la valeur moyenne plus ou moins 3 sigma. Donc environ 99% de l'énergie, il est concentré ici entre plus ou moins 3. Donc on a un sigma égal à 1. Donc 3 sigma, ça fait égal à peu près plus ou moins 3. Donc on peut changer la valeur moyenne et l'écart type. Donc on va mettre hold on. Donc on va générer une autre distribution Bn de 1. Donc on va définir une valeur moyenne, par exemple, une valeur moyenne égale à 1, égale à 2. Une valeur moyenne égale à 3. Voilà. Et un sigma égale à 0. Donc pour ça, on va mettre B de 1 égale à la valeur moyenne. Donc pour la déclaration, la génération du bruit, donc on met la valeur moyenne plus. Donc normalement ici il y a 1 fois, donc on a un sigma, tout à l'heure il y avait un sigma égal à 1. Donc on va utiliser un sigma égal à 0,1 dans notre cas. Ensuite on affiche la distribution de la fonction du bruit B de N1. Voilà. Donc voilà, ça c'est la distribution du deuxième bruit. Donc on a un sigma égal à 0,1 et une moyenne égale à 3. Donc notre gaussien, donc il est centré autour de 3, qui est la valeur moyenne de notre bruit, donc autour de 3, avec un écart type égal à 0,1, c'est-à-dire donc le signal, la distribution ça varie de plus, donc 3 plus, donc qui est la valeur moyenne, 3 plus 3 sigma, donc ça fait 3,3 ici, et 3 moins 0,3, ça fait à peu près 2,7. Donc on peut ajouter une distribution avec une valeur moyenne égale par exemple, donc on va utiliser une valeur moyenne égale à moins 3 avec un écart type égal à 5. Donc on va afficher B de N1. Voilà. Donc on a la deuxième distribution gaussienne. Donc pour ça c'est la distribution des valeurs. Par contre pour voir les signaux temporels du bruit, donc on va prendre le dernier bruit, c'est-à-dire c'est la dernière distribution, c'est-à-dire celle-là. Donc on a une valeur moyenne égale moins 3, un écart type égal à 0,5. On a 3 plus 0,5 fois 1, donc ça fait 4,5. Et 3 moins 1,5 et 3 plus 1,5. Donc ça fait 1,5. Donc ici, on va afficher B de N1. Donc CLC, on va mettre clausal. On va afficher B de N1. Donc c'est un bruit gaussien, donc il a une valeur moyenne égale à 3. Après l'intensité du bruit, donc on a 3 plus moins 3. Moins 3 plus 1,5 et moins 3 moins 1,5. Voilà. Donc si on soustrait la valeur moyenne, donc on a une valeur moyenne plus 3, moins 3, on va ajouter plus 3. On va avoir un bruit centré sur 0.
Donc avec une amplitude de 1,5, plus ou moins 1,5. En 3 sigma. En 4 sigma, c'est plus ou moins 2. Maintenant, ça c'est notre bruit. Donc on va mettre B de n égale ça. Donc on a un bruit qui est centré sur 0 avec une amplitude plus ou moins 1,5. On va déclarer un signal S de t. On a un vecteur de temps. Donc on a de 0 jusqu'à, on va utiliser la fonction linspace, de 0 jusqu'à 2, avec la même longueur du bruit. Voilà, on a S de t. Donc on a un bruit B de n qui varie plus ou moins 1,5. On va ajouter un signal qui a 2 fois plus l'amplitude du bruit. On va utiliser une amplitude de 3 fois sinus 2 fois pi fois t. Voilà, ça c'est le bruit. Maintenant on va afficher le signal. On va mettre hold on, on va mettre plot S de t, on va mettre R. On va afficher un signal non bruité. Et ça c'est le bruit. Maintenant on va ajouter le bruit au signal. On va mettre S de n égale à S de t plus le bruit P de n. Maintenant on va afficher le signal bruité. Donc on va mettre plot. Donc on va choisir une couleur noire. On va mettre S de n. Voilà. Donc ça c'est le signal plus le bruit. Donc ça c'est le bruit. Donc le signal en fait il est derrière la courbe noire. Donc on va reprendre l'affichage. Donc S de t de R. Voilà. Donc ça c'est notre signal. Donc ça c'est le bruit. Ça c'est le signal plus le bruit. Donc pour savoir la distribution du bruit B de n, on va mettre Clausal, on va mettre S, on va mettre 100. Donc c'est une distribution gaussienne centrée sur 0 avec un écart type égal à 0,5. Donc le signal du bruit, donc ça varie entre plus ou moins 1,5. On arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques ou des propositions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.